On va commencer, c'est parti. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième session de l'IA Academy. On va parler de la révolution des NLP, donc du Natural Language Processing, et des LLM, qui sont les Large Language Models. Pour rappel, cette formation, c'est la rencontre entre deux mondes, donc le monde de partout, dont je suis le CEO avec Thibault Lévy-Martin, qui est une société tech française de 400 collaborateurs, et on développe des solutions pour les retailers, notamment dans l'intelligence artificielle. Donc, on gère tout ce qui est fiches Google Maps, avis en ligne et messagerie. Et de l'autre côté, Tribes, qui est un média en ligne sur les startups, l'entrepreneuriat, avec une newsletter, un podcast, etc. Et de ces deux mondes, on a voulu créer une formation sur l'IA. À noter que Partout développe aussi son propre agent conversationnel. Donc, on va s'appuyer dans cette discussion sur des exemples concrets qu'on développe chez Partout. Et c'est aussi grâce à ça que ça m'a amené et ça nous a amené collectivement chez Partout à nous renseigner sur l'intelligence artificielle. Concrètement, cette IA, elle est connectée à toutes les messageries Facebook, Instagram, WhatsApp des clients retailers. Point important aujourd'hui, si je devais expliquer comment on va faire, on l'avait déjà fait dans la première session, mais on va vraiment essayer de comprendre comment l'avion vole et non pas faire voler l'avion. Donc, c'est vraiment une approche théorique, technique, pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que ce qui est important de savoir, c'est que pour bien utiliser l'IA, il faut comprendre comment l'IA fonctionne. Et cette session d'1 heure, c'est vraiment pour comprendre comment les LLM fonctionnent, quels sont les biais, comment ils comprennent les mots. Et on ne va pas expliquer comment utiliser concrètement ChatGPT. Donc, c'est vraiment une logique voilà, d'apprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment l'objectif. Dans la précédente session, on avait expliqué ce que c'était l'IA, ce que c'était le machine learning et ce que c'était le deep learning. Et les trois concepts, donc là, normalement, vous les connaissez si vous avez suivi la première session. On avait aussi expliqué la différence entre la programmation classique et le machine learning. Donc, la programmation classique, c'est définir des règles, alors que le machine learning, c'est s'appuyer sur des exemples. Et donc, c'est deux formes de modèles pour comprendre le monde qui nous entoure, soit par des règles, soit par des exemples. Et on avait aussi expliqué comment fonctionnait le deep learning, et ça va être aussi un sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est de transformer du contenu en nombres. Ces nombres, ils sont mis dans une structure neuronale, et cette structure neuronale ressort d'autres nombres qui sont ensuite traduits en contenu. Ça, c'était une slide qu'on avait mis lors de la première formation qui explique comment fonctionne le deep learning inspiré du cerveau humain. On avait aussi expliqué les trois grands domaines de l'IA, le NLP, le computer vision et la robotique. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur le Natural Language Processing, c'est-à-dire la capacité des modèles à comprendre les mots et à générer des mots. Cette formation, elle s'inscrit dans une série de 4 webinars. Le premier sur les différentes formes d'IA, le deuxième sur les révolutions NLP et les LLM, ensuite l'entraînement des modèles, puis le prompt et les agents virtuels. Donc déjà, si on se focalise sur le traitement naturel du langage, donc le NLP, il y a vraiment deux types de tâches. Il y a les tâches qu'on appelle analytiques et les tâches génératives. Analytique, ça va plutôt être du machine learning, et génératif, ça va être plutôt de l'IA générative. À gauche, vous avez les exemples de tâches analytiques qui peuvent être l'analyse sémantique. Donc, par exemple, quel est le sentiment d'un avis, classer des avis, extraire des thèmes d'un texte, ou alors l'analyse syntaxique, qui va être plutôt transformer du speech en texte ou extraire des informations d'un long document. Ça, on est vraiment sur des tâches analytiques de NLP. De l'autre côté, vous avez les tâches génératives, qui sont un autre type de tâches. Ça va être par exemple tout ce qui est génération de texte, des assistants personnalisés, ce que vous avez dans Google pour AI Overview, donc un bloc de texte qui est généré par IA, des résumés, des reformulations et des traductions. Donc dans le NLP, on peut vraiment distinguer à gauche les tâches analytiques, qui sont vraiment comprendre, et à droite, les tâches génératives qui sont plutôt créées. Chez Partout, on a pas mal de cas d'usage différents. Si on gère les avis des retailers, donc des millions d'avis, vous avez en bleu les tâches analytiques que nous, on va avoir sur ces avis, qui peuvent être l'identification de thèmes, la catégorisation et le sentiment d'analyse. On en avait parlé la dernière fois. Le sentiment d'analyse, c'est la capacité d'une IA à savoir si un avis ou un texte est positif ou négatif. Et en deuxième bloc, c'est les tâches génératives. Donc là, c'est plutôt la génération de réponses pour les avis, la génération de messages ou la génération de posts. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler des LLM et ça va être un peu plus technique que la première session, comme je le disais. Et donc, on va expliquer ce que c'est un LLM. Déjà, un LLM, c'est un modèle d'IA qui est formé pour analyser et générer du langage. Analyser, comme on le disait, et générer. Et pour ça, le LLM va passer sur une phase d'apprentissage. Donc, on va lui donner des informations comme à un enfant et il va s'entraîner, il va comprendre cette information.
Juste pour vous donner quelques exemples de LLM, vous avez GPT-4, Mistral Large, Gemini, Llama, Ferret ou Claude. Tout ça, c'est des LLM. Et il faut distinguer les LLM des investisseurs, des sociétés qui développent ces LLM et des applications. Donc, par exemple, GPT-4, c'est le modèle qui est derrière ChatGPT. Et la société, c'est OpenAI. Donc, ce tableau, il résume de manière très simple la différence entre ces quatre types de mots et de noms que vous entendez autour de vous. C'est-à-dire que Gemini est développé par DeepMind, qui est une société qui appartient à Google. Et donc, quand vous entendez ces mots, c'est important d'avoir ce petit tableau en tête pour pouvoir savoir si on parle du LLM, de la société, de l'investisseur ou des applications. Maintenant, on a parlé de pré-entraînement. En fait, quand un enfant vient au monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter des discussions autour de lui. Il va les écouter, et puis d'un moment, il va apprendre et répéter. Et à droite, il va répéter ce qu'il a entendu, puis faire ses propres phrases. C'est un peu comme ça que ça fonctionne un LLM, donc un Large Language Model, c'est-à-dire qu'il va lire des textes, puis il va en générer sur la base des textes qu'il a lus. Si on prend l'exemple d'un LLM, à gauche, vous avez le texte du web, on va lui fournir plein de textes, et il va s'entraîner dessus jusqu'à pouvoir ensuite discuter avec des humains. Donc là, c'est un exemple de ChatGPT 4.0. Comment puis-je vous aider? En fait, comment il nous aide? C'est qu'il s'est inspiré sur tout le texte du web. Les données de pré-entraînement, c'est environ 2 fois 10 puissance 13. Donc, c'est un 2 avec 13 zéros derrière en nombre d'octets. Et pour vous donner une idée, il faudrait 100 000 ans pour lire le texte sur lequel GPT-4 est entraîné. Donc, c'est impossible à lire. Et donc, en gros, un LLM va absorber une quantité d'informations monumentale. 100 000 ans de lecture dans un seul modèle pour comprendre des informations. Et ça va être des textes du Wikipédia, de Reddit, de Google, de blog, etc. Et toute cette information, elle est stockée dans le LLM. Cette phase de pré-entraînement où on va nourrir en fait comme un enfant le LLM, ça va lui apprendre plein de choses. Déjà des structures grammaticales, savoir parler français, savoir parler anglais. Ça va aussi lui apprendre des faits, des dates, des gens, etc., des entités. Ça va aussi lui permettre de comprendre des associations entre les mots, par exemple qu'un mouton a de la laine, ce genre de choses très basiques, parce qu'il va voir que dans les textes, c'est des mots qui sont liés. Et il va aussi comprendre des styles d'écriture, par exemple rapper, faire des rimes, etc. Ça, le pré-entraînement, ce sera vraiment le focus de la 3e session de cette série. Là, on va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que sont les mots et comment il les comprend. Et ensuite, on comprendra comment il s'entraîne. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens comme Yann Lequin qui disent qu'un LLM régurgite ce qu'il a appris plus qu'il ne raisonne. Donc, tout ce que dit ChatGPT, il régurgite ce qu'il a appris sur le web. Ça, c'est un peu la base pour comprendre comment ça fonctionne. On va rentrer un peu plus dans le détail. Là, je vous ai mis une citation de Stanislas Paulu, qui est le fondateur de la startup Dust. Il dit, étant donné toutes les informations qu'il a intégrées, donc tout ce qu'il a appris durant cette phase de pré-training, le LLM va être capable de compléter un début de phrase qui lui est proposé. Ça, c'est hyper important. C'est comment ça fonctionne un LLM. C'est en fait un autocomplete géant. Donc, on lui donne un début de phrase et il complète cette phrase. Donc, si vous voulez expliquer à quelqu'un qu'est-ce qu'un LLM, vous pouvez lui dire c'est un autocomplete géant. Un autocomplete, vous en utilisez tous les jours, potentiellement dans Google. Par exemple, ça va être Google Autocomplete. Et là, il y a un mot qui est proposé. Et donc, la question, c'est quel est le prochain mot qui fait le plus de sens? Donc, cet autocomplete, vous l'avez aussi dans Gmail, dans plein de choses. Il faut imaginer qu'un LLM fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il va chercher les mots les uns après les autres. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. En fait, le LLM, il fonctionne, il va avoir un premier mot, puis il va faire un deuxième, puis un troisième en fonction des précédents. Et ce mécanisme, on appelle ça un modèle autorégressif. C'est-à-dire qu'il va utiliser ce qu'il a appris, enfin ce qu'il a généré avant pour générer la suite, les mots après les autres. Prenons un exemple pour que ça soit le plus clair possible. On va prendre l'exemple de la phrase « La souris est mangée par le chat ». Donc ça, c'est une phrase qui peut être générée par un LLM sur la base de ce qu'il a appris en pré-entraînement de toutes les données d'Internet. Donc la phrase qu'on essaie de générer, c'est « La souris est mangée par le chat ». On donne au modèle le début de la phrase. Donc « La souris est mangée par ». Et en fait, on va lui demander de générer le mot suivant. Donc c'est ce qu'on dit avec le modèle autorégressif. On va chercher le mot suivant. Et là, il va faire des propositions de tous les mots possibles après la souris est mangée par. En l'occurrence, ça peut être la souris est mangée par le, la souris est mangée par la, ou la souris est mangée par mon. Et tous ces mots vont avoir une probabilité qui les est associée
par rapport à leur occurrence sur Internet. C'est-à-dire qu'il va chercher sur Internet et il va comprendre que, généralement, on dit plutôt la souris est mangée par le, dans 30% des cas, la souris est mangée par la, dans 20%, et la souris est mangée par mon, dans 10%. Et donc, le modèle va associer une probabilité à chaque mot en sortie de modèle, sur la base de ce qu'il a appris de son entraînement sur Internet. Donc, il va lancer les dés qui seront avec des probabilités que vous avez vues, et 10% de chance que ça apparaisse sur mon, 30% de chance que ça apparaisse sur le, je lance les dés, tac, ça appuie sur le, et donc le mot suivant sera le. Donc la souris est mangée par le. Une fois que j'ai bloqué ce mot dans le LLM, qu'est-ce qui va se passer? On le fixe et on passe au mot suivant en utilisant exactement le même procédé. On choisit des mots, on leur attribue un pourcentage d'apparition, de probabilité, et clac, on choisit le mot suivant. Et c'est ça qu'on appelle autorégressif. Donc la souris est mangée par le, et là, on peut avoir différentes propositions. La souris est mangée par le chat, la souris est mangée par le chien, la souris est mangée par le requin, ou peut-être la souris est mangée par le maman. Vous remarquez que la souris est mangée par le maman n'a pas trop de sens, parce qu'en fait, on a bloqué le. Ça pourrait être la souris est mangée par la maman, et dans le cadre d'un modèle où on aurait bloqué la, le mot maman aurait plus de chances d'apparaître, puisque ça serait plus logique. Et les données du web montreraient ça. Donc, le LLM va répéter la même opération en intégrant le choix du mot précédent dans son contexte, c'est-à-dire les éléments qu'il va prendre en compte pour orienter les différentes possibilités de chaque mot. Finalement, en répétant cette opération, le LLM peut compléter la phrase et en faire une nouvelle. C'est ce qu'on appelle un modèle autorégressif. Donc, la souris est mangée par le chat, on a la phrase complète. Si vous essayez de mécaniquement essayer de comprendre comment ça fonctionne, en fait, vous avez un premier mot qui est généré, la souris, et ensuite, on va lui demander de trouver le mot suivant sur la base de règles qui est. La souris est. Ensuite, boum, on balance dans l'input, la souris est. On va lui demander de générer la suite, manger. Ensuite, on relance dans l'input, la souris est mangée par. Puis, la souris est mangée par le, et la souris est mangée par le chat. Donc, on voit que chaque mot généré est fait par le LLM sur une nouvelle opération qui va prendre en compte à la fois les premiers mots de la phrase, mais aussi toutes les données du web. Donc, un LLM, un Large Language Model comme ChatGPT, essaie constamment de prédire la suite logique d'une séquence. Et cette capacité de prédire la suite d'une séquence mathématique, c'est ce qu'on appelle la capacité d'inférence. Et il fait cela mot par mot, jusqu'à ce qu'il atteigne une longueur ou un critère d'arrêt, par exemple un point, ou dans ChatGPT, peut-être qu'on va lui dire au bout de 50 lignes, tu t'arrêtes. Et donc, il va continuer à générer du texte sur la base de ce qu'il y a sur Internet, jusqu'à ce qu'on lui dise c'est le critère d'arrêt, arrête-toi. Et là, vous avez un texte qui a été généré. Et c'est pour ça que vous voyez le texte qui s'avance sur les LLM. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'à chaque fois que le LLM génère le mot suivant, il s'appuie sur un modèle probabiliste. En gros, à chaque fois, ce n'est pas un mot qui est sûr et certain. C'est un mot qui a une probabilité. Le modèle, à droite, est un peu technique, mais vous voyez, il y a plein de mots et il y a une probabilité sur chaque mot. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous générez une nouvelle phrase par un chat GPT, vous aurez toujours quelque chose de différent, parce que c'est probabiliste. Et cette logique de distribution de probabilité, elle est hyper importante pour tous les prochains cours, parce qu'on va voir dans la troisième session des sujets comme la température, etc., qui vont influencer cette distribution de probabilité de chaque mot en sortie de modèle. Maintenant, si on se dit, quand on demande à ChatGPT de rédiger un texte à la Victor Hugo, en fait, on va changer le contexte. C'est-à-dire qu'on va donner une information en plus au modèle en disant, maintenant, je veux que les mots que tu me dises, ils soient plus liés à Victor Hugo dans les corpus de texte que tu as lus. Et donc, il va voir tout ce qui a été fait par Victor Hugo et il va être capable de modifier la distribution de probabilité de chaque mot. Et plutôt que chat, il y aura peut-être le mot matou ou le mot félin. Et donc, chaque fois qu'il génère un nouveau mot, il va être beaucoup plus orienté si on le prompte. Et ça aussi, c'est plutôt la session 3. Donc, vraiment, se dire que c'est le contexte qui change les probabilités de génération de chaque mot, c'est hyper important pour la suite de cette session. Un mot que vous pouvez aussi retenir, c'est le concept de modèle stochastique. Un modèle stochastique, c'est un modèle qui a des résultats aléatoires, qui sont potentiellement toujours différents. Et il faut imaginer qu'à chaque fois qu'on génère un nouveau mot, on fait un nouveau lancer de dés, qui est complètement imprévisible, mais qui est biaisé.
par l'apprentissage et le contexte. Maintenant, il faut vraiment distinguer les algos traditionnels, comme une calculette, et les LLM, qui, eux, ont une logique probabiliste. Vous êtes d'accord que si vous mettez 2 plus 2 égale sur une calculette, il n'y a pas de probabilité. Ce sera toujours 2 plus 2 égale 4. C'est un algorithme traditionnel. Si je fais 2 fois la même opération, j'aurai 2 fois le même résultat. Et ça, c'est vraiment la logique déterministe. De l'autre côté, l'IA générative ne fonctionne pas comme ça. On l'a vu, l'IA générative va générer un nouveau mot sous la forme d'une distribution de probabilité qui, potentiellement, est un lancer de dés et va être toujours différente. Donc, on va opposer les logiques déterministes aux logiques probabilistes de l'IA générative. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait des probabilités à chaque fois? En fait, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Quand je dis la souris est mangée par le pantalon, on est d'accord que c'est absurde, ça n'a pas de sens. La probabilité que le mot pantalon apparaisse est très faible. Cependant, elle peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de texte, c'est tellement de probabilités, et c'est tellement de fois généré, que le mot pantalon peut apparaître. Et donc, on est dans un cas où le LLM a lancé le dé, et le dé s'est mis sur l'arête. On est vraiment sur un cas très spécifique, très rare, mais c'est ce qu'on appelle une hallucination, c'est-à-dire une réponse totalement fausse ou totalement absurde, qui a été générée par le lancer de dés, et comme on en génère plein, il y a potentiellement des erreurs. Et on n'est pas sur le cas de la calculette, on est vraiment sur le cas de la probabilité. Et donc le terme hallucination est un terme à connaître, puisque c'est une limite des LLM tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Yann Lequin, qu'on a mentionné lors de la première session, qui a eu le prix Turing en 2018 pour être un des inventeurs du deep learning, explique que les LLM ne comprennent pas le langage comme les humains. En fait, on va le voir dans la suite de cette intervention, c'est les mots sont associés à des chiffres. Et donc, ces chiffres, le modèle comprend juste une somme de chiffres, mais n'a jamais touché de table. Il va mettre le mot table parce qu'il sait que c'est le mot suivant, mais il ne sait pas ce que c'est une table. Et aussi, l'autre point que évoque Yann Lequin, c'est qu'ils ne pensent pas à l'avance comme nous. En fait, ils font mot par mot, donc il n'y a pas de réflexion à long terme, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'invention, puisque c'est mot par mot que ça va avancer. Et ça, c'est hyper important pour comprendre les limites d'un LLM, à la fois parce qu'ils ne comprennent pas la réalité sous-jacente et parce qu'ils ne pensent pas à l'avance comme les humains. Donc, si on prend aussi l'intelligence humaine, en fait, un bébé en 4 ans, donc quand un bébé naît, il va toucher des objets, il va s'asseoir sur une chaise, il va parler, il va sentir, il va entendre. Et en fait, toute cette donnée, c'est beaucoup plus riche que ce qu'un LLM. Donc, en fait, un bébé, en 4 ans, il va ingérer 50 fois plus de données que la totalité d'Internet. Or, un LLM aujourd'hui est entraîné uniquement sur le texte. Un texte qui, certes, mettrait 100 000 ans à lire, mais qui représente une toute petite part de la réalité. Et ça, c'est un élément important qu'on va comprendre pour expliquer la suite. Donc, pour faire l'intelligence humaine, il faudrait avoir tous les sens de l'humain et comprendre la réalité sous-jacente et pas uniquement entraîner en gros, à faire le perroquet, c'est ce qui est la problématique du LLM, qui a un débat, mais en gros, pour beaucoup, un LLM n'est qu'un perroquet qui répète ce qu'il a entendu, mais qui n'est pas capacité de comprendre les réalités sous-jacentes. Et donc, maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'AGI, qu'on évoquait dans la première session, l'AGI, pour rappel, c'est l'intelligence artificielle générale, la capacité de raisonner comme un humain. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les LLM ne permettront pas d'atteindre l'AGI, et donc il faut trouver de nouvelles formes d'intelligence artificielle. Que les LLM, c'est une voix, qui sont principalement pour les textes, qu'on utilise aujourd'hui majoritairement quand on parle d'IA. Beaucoup de gens, quand on parle d'IA, on parle de LLM, mais en fait, il y a des projets qui sont en train d'être lancés pour essayer d'avoir une nouvelle manière d'approcher le texte et la vidéo et la photo. Et il y a le projet GEPA, pour Joint Embedding Predictive Architecture, qui est un projet sur lequel travaille Yann Lequin, qui, lui, dit que les LLM ne permettront pas d'atteindre l'AGI. Mais la session d'aujourd'hui reste sur les LLM et on va passer à la deuxième partie de cette session qui est pour essayer d'expliquer comment les modèles comprennent les mots. Donc, on a déjà parlé des modèles autorégressifs, de l'autocomplete. Donc, un LLM, c'est un autocomplete. Chaque mot est trouvé à la suite. Mais comment ce mot est-il compris? Comment le LLM peut-il comprendre un mot? Ça, c'est hyper complexe et ça va être le sujet de cette deuxième partie. On a dit déjà qu'un LLM, il récupère du contenu, donc en l'occurrence du texte, il le transforme en nombre pour pouvoir le traiter dans un
sorte de cerveau, puis il va sortir d'autres nombres qui vont être convertis en texte. Mais comment un LLM transforme du texte en chiffres? C'est le sujet de cette partie-là. C'est ce qu'on appelle des vecteurs. Donc, on va parler maintenant de la vectorisation des mots. La vectorisation des mots, c'est la transformation d'un mot en vecteur pour qu'il puisse être traité par un algorithme de deep learning. Donc, le mot que vous voyez à gauche, la souris est mangée. En fait, le LLM ne va pas l'ingurgiter comme du texte, mais le transformer en une somme de chiffres pour le vectoriser. En schéma très simplifié, chaque mot à gauche est transformé en token. Chaque token est transformé en vecteur. Un mot, c'est par exemple le professeur. Le token, ça va être le token ID, c'est-à-dire un identifiant qui va être l'identifiant 879. Et le vecteur, un vecteur, alors je ne vais pas revenir sur ce qu'est un vecteur, mais c'est généralement une somme de une suite de chiffres, comme vous le voyez sur l'exemple avec -0,8, -0,4, etc., potentiellement qui représentent des dimensions dans un espace vectoriel, mais ça c'est pour ceux qui sont plutôt dans leur souvenir de maths. Donc la première étape, c'est la tokenisation. Le professeur apprend, chaque mot de tout le texte français et anglais est transformé en un token. Donc le mot le 342, le mot professeur 879 et le mot apprend 432. Point important, les tokens, ça peut être aussi une partie d'un mot, etc. Mais pour simplifier l'explication, on va dire qu'un token est l'identifiant numérique d'un mot. Et c'est ce qu'on appelle un token ID. Et c'est ce qu'on retrouvera dans les prochaines sessions. Pour essayer de calculer la taille d'un corpus de texte, on va le calculer en token et pas en mots. Et donc, ça va revenir, c'est notamment ce que vous voyez pour calculer la taille d'un dataset pour l'entraînement d'un modèle. Donc là, on est vraiment à gauche sur le professeur apprend et le token. Ça, c'est l'étape 1. Mais ensuite, on va faire une deuxième étape qui vectorise. Donc, on va prendre chaque mot, chat, chaton, chien, maison, et le transformer en un vecteur qui est un ensemble de chiffres. Et on va voir que chaque chiffre représente une dimension de la compréhension du mot. Par exemple, le chat est un living being, donc en gros un être vivant, tandis que la maison a un -0,8, donc qui n'est pas vraiment un être vivant. Le chat est un félin, mais le chien n'est pas un félin. Et en fait, sur chaque dimension, on va essayer de calculer une partie de la sémantique du mot. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que via 500 dimensions, là, je vous ai mis 7 dimensions, la réalité, c'est qu'un LLM va comprendre le mot sur 500 ou 300 dimensions, chaque dimension étant une compréhension de ce que c'est, de ce qu'est le mot. Par exemple, est-ce que c'est un verbe, est-ce que c'est lié à un aspect royal, etc. Donc ça, c'est vraiment très simplifié. Si je résume, on a des mots à gauche, chat, chaton, chien, maison, transformés en token. Donc là, j'ai mis 2 fois 342, mais c'est une erreur de ma part. Et ensuite, à droite, en vecteur. Mot, token, vecteur, c'est les 3 points importants pour comprendre la suite. La question, c'est comment j'obtiens ces vecteurs. Parce que ces vecteurs, ils sont très complexes. Ça veut dire qu'il faut prendre chaque mot de la langue française et leur attribuer une pondération sur chaque dimension, comme vous le voyez. Et la question, c'est comment on fait pour obtenir cette compréhension. Donc, comment trouver les bons vecteurs qui représentent chaque mot. Ça, c'est une révolution de l'IA en 2013 qui s'appelle le Word Embedding. On appelle ça Word to Vec, qui est une autre manière de comprendre les mots. Et c'est Google qui l'a développé en 2013. Avant, il y avait bien sûr d'autres manières de vectoriser les mots, Bag of Word ou autre. J'avais préparé plein de slides pour vous expliquer les autres manières de vectoriser des mots. Mais là, on va rester plus simple sur vraiment le cas Word to Vec et plus généralement le Word Embedding. En fait, ça va permettre d'associer, comme on le disait, un vecteur à chaque mot. Prenons en gros un LLM et entraînons ce LLM. En gros, quand le LLM est vierge et vient d'être créé, on va associer pour chaque mot un vecteur aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chaque numéro, comme vous voyez, le X1, X2, X3, X4 et le Y1, Y2, c'est des chiffres qu'on met au hasard. Et on va le nourrir, comme on le disait tout à l'heure, de toutes les données du web, toutes les informations d'Internet. Et en le nourrissant, et ça va permettre d'ajuster chaque numéro, que vous voyez, le X1, X2, X3, aux mots avant et après, dans le corpus de texte.
Donc, par exemple, on peut voir que le mot roi et le mot reine vont être utilisés dans des phrases proches, dans des contextes proches. Le mot mouton et le mot laine aussi. Et donc, on va être capable, via un entraînement sur 100 000 années de lecture du web, d'affiner chaque petite dimension de chaque mot pour être capable de comprendre la proximité sémantique entre les différents mots. Si je prends l'exemple ici, en fait, on a bien les mots à gauche, le word embedding qui va s'affiner par entraînement. Donc, on va comprendre que cat et kitten, en fait, c'est des mots qui reviennent dans les mêmes choses, dans les mêmes textes. Et via cet entraînement, le modèle va même être capable de comprendre que le kitten, donc c'est un chaton, est l'enfant du chat. Parce qu'il va lire et comprendre plein de choses autour de ça. Et il va affiner chacune de ces dimensions. Pour ceux qui ont fait un peu des sujets d'espace vectoriel, en fait, le monde qui nous entoure est en 3D, donc en 3 dimensions. Ce qu'on vous a montré, ce que je montre là, cet exemple, c'est en 2 dimensions. Là, il faut imaginer un espace vectoriel à 500 dimensions. Donc, c'est bien sûr quelque chose qui n'est pas compréhensible visuellement par l'homme, puisque nous, on est en 3D, voire potentiellement 4D avec le temps. Mais si je devais le représenter en 2D, donc c'est-à-dire en 2 dimensions, il y aurait ce genre de représentation. Et là, on voit que, donc les vecteurs, c'est les flèches, hein, on voit que le lien entre 2 mots est compris par le modèle, puisqu'on a slow, slower, fast, faster, long, longer. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend le lien entre ces 2 mots. On peut comprendre le lien, vous voyez en bas à gauche, entre Paris et la France, entre Londres et l'Angleterre, ou entre Rome et l'Italie. Ça veut dire qu'en fait, en s'entraînant sur des grands corpus de texte et beaucoup de données, le LLM est capable de comprendre le lien très fin, d'un point de vue sémantique, qui lie Paris et la France en tant que capitale. Et le vecteur va s'affiner en le nourrissant d'énormément de texte. Ça, c'est hyper important pour comprendre comment tout ça fonctionne, parce que le word embedding, c'est la base des LLM. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure depuis le début, si je résume, vous avez vraiment un modèle qui est pris, on fait une initialisation, on met plein de chiffres dans des vecteurs, on le nourrit de plein de textes, ça affine les dimensions pour comprendre les mots, et ensuite, on va prédire le next word, c'est-à-dire prédire le mot suivant pour générer du texte. Et c'est comme ça que fonctionne ChatGPT, en prédisant le mot suivant. C'est ce qu'on disait dans la première partie de cette formation. Donc, ça, c'est un schéma qu'on pourrait, qui est en gros un schéma de ChatGPT. Hein. Vous avez un input qui est le prof apprend. Chaque mot est tokenisé. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec un petit identifiant numérique. Et ensuite, chaque token est vectorisé avec des dimensions. Donc là, en l'occurrence, vous voyez EG 512, c'est-à-dire que dans ce modèle-là, le nombre de dimensions des vecteurs est de 512 dimensions. Donc on est comme dans un espace à 512 dimensions et chaque mot est associé à un ensemble de chiffres. Donc mot, token, vecteur, c'est vraiment une manière très simple de comprendre ce qui se passe pour un LLM, la compréhension des mots qu'il a. Et donc, c'est cette nouvelle manière de vectoriser les mots qu'on appelle le word embedding et qui a été popularisé par Google en 2013. Donc, c'est il n'y a pas si longtemps. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans un aspect plus complexe qui est les modèles Transformers. Donc, les modèles Transformers, ça date de 2018. Encore une fois, c'est Google qui a aidé là-dessus. Et ils vont répondre à une autre complexité de la langue qui est importante pour les LLM. Donc, la langue, c'est quelque chose de complexe et ce qui est important, c'est que les mots n'ont pas une signification par eux-mêmes. En fait, si je me dis que le mot couvent est associé au token 52 et à un vecteur, le mot couvent peut apprendre plein de sens différents en fonction des autres mots dans la phrase. Et donc, comprendre la proximité sémantique entre 2 mots ne va pas nous permettre de comprendre les phrases. Parce qu'en fait, les phrases sont plus complexes. Prenons l'exemple de la phrase « Les poules du couvent couvent leurs œufs ». Les poules du couvent couvent leurs œufs. On est d'accord qu'il y a 2 fois le même mot. Couvent et couve. Il s'écrit pareil. Et donc, si un mot s'écrit pareil, le token associé à ce mot est forcément le même. Mais plus complexe, en plus du token,
le vecteur associé à ce mot est le même. Pourtant, quand vous lisez cette phrase, les poules du couvent couvent les œufs, vous comprenez bien que le verbe couver n'a rien à voir avec le couvent. Et donc, il y a un problème, c'est un problème historique dans la construction des LLM, qui est que les mots, par eux-mêmes, hors de leur contexte, n'ont pas forcément le même sens, un sens en absolu. Et donc, on a un sujet qui est que c'est la position relative aux autres mots dans une phrase qui fait varier le sens du mot. Donc, un autre exemple, je pense qui est assez parlant, c'est que ce problème, il n'est pas limité aux homographes. Un homographe, c'est des homonymes de même orthographe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire couvent et couve, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Si je prends la phrase, c'est un autre exemple, il explique à l'enfant avec le livre. La question, c'est est-ce qu'il l'explique avec le livre ou est-ce que c'est juste un enfant avec un livre? Donc, j'explique à l'enfant avec le livre ou j'explique à l'enfant avec le livre. Et là, il y a un vrai sujet qui est comment un algorithme qui comprend les mots peut comprendre les phrases. Et ça, c'est la révolution des modèles Transformers, qui est une des plus grandes révolutions des dernières années avec le deep learning qui est arrivé en 2018. C'est le papier hyper connu qui s'appelle Attention is all you need, qui est à la base des modèles Transformers. Et c'est ce papier-là que vous voyez à gauche, qui est un papier de recherche et qui explique comment on peut mieux comprendre les mots et les textes et en fait comment ChatGPT est né. C'est sur cette base-là, c'est sur ces papiers de recherche de Google que ChatGPT est né. Donc, le graphe à droite, on va essayer de l'expliquer un peu. Et si vous voulez lire directement le papier, vous pouvez télécharger le papier, il est public. Et c'est ce qui est intéressant avec Google, c'est qu'ils ont d'une part publié toutes leurs recherches sur Word2Vec et donc le word embedding. Et encore là, ils ont encore publié toutes leurs recherches sur les modèles Transformers. Donc, le point important dans toute cette phrase, c'est attention is all you need. Le mot attention est le mot qui a révolutionné l'IA, des LLM, des textes. Donc, qu'est-ce que l'attention? En fait, on l'a vu, la compréhension des mots dans une phrase ne tient pas uniquement à leur proximité sémantique. Elle tient aussi au lien entre les mots de la phrase. Et les liens entre les mots d'une phrase, c'est ce qu'on appelle l'attention. Et comprendre cette attention est indispensable pour comprendre du texte. Et donc, on a dit, je vais reprendre, on a dit qu'un mot était transformé en un token et ensuite on l'embêtait pour avoir un vecteur. La révolution des modèles transformers, c'est qu'ils ne vont pas seulement embêter des tokens, donc les mots, ils vont aussi embêter les positions des mots dans une phrase. C'est-à-dire que on va rentrer des mots, enfin on va rentrer plutôt une phrase, et on va l'embêter de deux manières. Donc ça va générer deux vecteurs. Un qui permet de comprendre les différentes dimensions sémantiques du mot, qu'on appelle le word embedding ou le token embedding. Et le deuxième, qui est ici en jaune, qui s'appelle le position embedding. Qu'est-ce que le position embedding ici? C'est la compréhension de la place du mot dans une phrase. Donc, si je résume ce qu'on a vu depuis le début, on a vu les LLM, c'est des autocompletes géants. Ensuite, les mots sont transformés en tokens et en vecteurs. Et troisième révolution, les modèles transformers qui incluent du position embedding, c'est-à-dire qui comprennent la position d'un mot dans une phrase. Donc maintenant, chaque token, chaque mot, est associé à la fois à un vecteur qui définit son sens et à un vecteur qui définit sa position dans la phrase. Ça fonctionne avec ce qu'on appelle des self-attention programs. Donc là, c'est la partie je vois qu'il y a quelques personnes qui ont quitté la formation. Là, on est à -5 par rapport au début. C'est la partie la plus complexe et après, on va revenir sur des choses moins techniques. En gros, là, ce que vous voyez, c'est typiquement des liens qui sont mis sur la base de petits programmes pour positionner en gros les mots. Et donc, ce qui est important ici, c'est vraiment de se dire que chaque vecteur du position embedding va capturer un lien entre deux mots. Et ce lien entre deux mots, ça peut être un lien de rime, ça peut être un lien de possession, ça peut être un lien d'attribut, ça peut être… En fait, ces liens, ils sont même pas compréhensibles par l'homme.
Et ça, c'est assez passionnant parce qu'en fait, le position embedding et les modèles transformers ne sont pas compréhensibles par l'homme. Parfois, on voit des liens entre deux mots que nous, on ne pourrait pas expliquer, mais qui sont vectorisés parce que l'algorithme s'est entraîné sur 100 000 ans de texte. Et donc, par exemple, si je mets la souris est mangée par le chat, l'algorithme, via ce modèle d'attention et de position, va comprendre que le chat est mangé par la souris. Donc, d'abord, il va comprendre ce que c'est un chat, il va comprendre ce que c'est une souris, mais grâce à ce self-attention programme, il va comprendre que l'un est mangé par l'autre et qu'il y a une sorte de lien unique qui lie ces deux mots. Et on n'est vraiment pas sur une compréhension de la réalité sous-jacente, on est juste sur une compréhension de la relation entre les mots d'une phrase. Maintenant, on va revenir sur qu'est-ce qu'un LLM. Un LLM, c'est le chat qui mange la souris. Merci Bernard, je suis d'accord, je me suis trompé. Et donc, on a une phase d'encodeur. L'encodeur, c'est des phrases qui sont transformées en tokens et qui sont encodées en vecteurs. Ça, on l'a dit depuis un moment. La phrase « j'aime l'apprentissage automatique » est transformée en 230 en token 2345, 3425, etc. Puis, via un encodeur, est transformée en vecteur. Et il y a une deuxième partie dans un modèle transformer qui est le décodeur. Ce décodeur va prendre les nouveaux vecteurs et les transformer en tokens, puis le token en mots. Et donc là, on a bien « j'aime l'apprentissage automatique » transformé en token 2345. Mis dans l'encodeur. L'encodeur est un encodeur à la fois de position embedding et de word embedding. Puis, on va opérer une traduction entre les deux. Et ensuite, le décodeur va prendre ce qui est en sortie en fait, de l'encodeur et le transformer en vecteur, puis en token, puis en mots, qui seront maintenant des mots en anglais. Et c'est comme ça qu'on fait de la traduction, en fait. C'est grâce à ce type de modèle. Donc, il y a deux étapes. Un encodeur transformer qui prend une séquence de tokens et génère des représentations vectorielles, qui peut permettre, par exemple, de faire de la classification, de l'extraction de données. Et de l'autre côté, un décodeur qui prend en entrée la sortie de l'encodeur, génère une séquence de tokens et permet de faire de la traduction automatique, de la génération de texte, etc., et du résumé. Donc, en fait, après, on pourra en parler plus longuement, mais il y a vraiment des modèles encodeur-only, encodeur-décodeur et décodeur-only. Et vous pouvez, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que signifie GPT. En fait, on parle souvent de GPT comme un acronyme. Et ben en fait, GPT, je ne sais pas s'il y en a qui veulent l'écrire, ça signifie Generative Pre-trained Transformer. Donc, pourquoi GPT s'appelle Generative Pre-trained Transformer? C'est tout simplement parce que c'est un modèle d'IA générative basé sur du deep learning. Donc là, on est vraiment sur la première session générative. Pre-trained, ça veut dire qu'il est pré-entraîné. On l'a déjà nourri de pas mal de textes. Et ensuite, Transformer. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur une architecture de type Transformer. Et alors après, il y a plein de notes. J'ai mis GPT est principalement basé sur l'architecture d'un encodeur avec une stratégie particulière de génération de texte qui ressemble à celle d'un décodeur. Là, c'est vraiment de manière un peu globale ce qu'il faut comprendre. Mais après, c'est un peu plus complexe que ça. Mais ce n'est pas forcément le sujet de cette formation. Et donc, depuis le lancement, enfin depuis l'invention du modèle Transformer, vous avez en bas, vous voyez, il y a marqué Word2Vec, glove, etc. Vous voyez, il y a une branche de modèles entraînés sous la forme de décodeur only, avec GPT-1, GPT-2, etc. Et vous voyez plein d'autres modèles, Chinchilla, qu'on abordera notamment dans la troisième session, Lambda, vous avez plein de modèles à droite, mais vous avez aussi des modèles BERT, donc vous avez toute la série de modèles BERT et d'autres types de séries. Et ça, c'est l'arbre, en gros, généalogique des modèles transformers qui, vous le voyez, sont à la base d'énormément d'applications d'intelligence artificielle de type textuel, et sachant que maintenant, les modèles transformers peuvent être appliqués à d'autres choses que du texte. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, donc je vais faire un wrap-up, et après, je répondrai aux questions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les LLM sont des modèles de NLP. Donc, ça, c'est une phrase avec plein d'acronymes. Donc, en gros, les Large Language Models sont des modèles de traitement naturel du langage. Et ils sont comparables à des autocompletes géants entraînés sur beaucoup de textes. Le deuxième point qui est important, c'est que chaque mot il est généré de manière aléatoire.
comme un lancer de dés, mais il prend en compte les mots précédents qui ont déjà été générés. Le troisième point, c'est que les LLM comprennent les mots comme des vecteurs, et donc des chiffres qui les positionnent les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle le word embedding. Donc on a vu des mots transformés en vecteurs, enfin transformés en tokens, qui sont eux-mêmes transformés en vecteurs, et qui permettent de comprendre les liens sémantiques entre les mots. Quatrième point, les modèles de type Transformers sont des LLM qui ont révolutionné le NLP grâce au concept d'attention que j'évoquais plus haut, qui lie la signification d'un mot dans le cadre de sa relation aux autres mots dans la phrase. Et donc, GPT, c'est un modèle d'IA génératif de type Transformer et qui est déjà pré-entraîné. Alors, maintenant, je fais un peu de pub pour la session 3. La session 3 sera une session qui sera dédiée au RLHF, à toute la partie entraînement. On regardera plutôt comment ça fonctionne, les GPU, tout ce qui a trait à l'entraînement des modèles. Sujet qui est passionnant, qui sera de même type que cette présentation en termes de longueur, à peu près 1 heure, et sur laquelle vous pouvez directement vous inscrire. Il y a un petit bouton qui est normalement apparu. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et comme ça vous permettra d'avoir accès au live. Si vous voulez nous aider à mettre... donc cette formation, elle est purement gratuite, bénévole, etc., juste pour des sujets parce que ça nous passionne. Vous pouvez la partager sur LinkedIn, le replay, regarder les formations de 3 et 4, contribuer à Tribes si vous voulez rédiger des articles sur l'IA, postuler chez Partout si vous cherchez un job et que ça vous intéresse, tous ces sujets. On a parlé des prochaines sessions avec la session 3. Maintenant, je vais prendre les questions qui ont été posées. On a environ 15 minutes ensemble pour répondre à toutes ces questions. Et je vous les fais maintenant. Donc, Romain, peut-on demander à GPT-4 de faire de l'analyse de sentiments, analyse sémantique? Selon ton slide, j'ai l'impression que non. Machine learning versus générative, pourtant nous le faisons actuellement avec des bons résultats. Bien sûr, il est possible d'utiliser GPT-4 pour faire du machine learning ou de l'IA générative. En fait, GPT-4 ne fait pas l'un ou l'autre. Il est capable de faire les deux. Donc, en l'occurrence, vous pouvez faire de l'analyse sémantique. Donc, il va avoir un modèle de machine learning pour comprendre le texte et ensuite un modèle de génération qui va vous permettre de restituer en fait cette compréhension. Et là, on est vraiment sur le même sujet en codeur-décodeur. Donc, oui, bien sûr, GPT-4 fait à la fois de l'analyse de sentiments et de l'analyse sémantique. C'est tout à fait possible. Et franchement, c'est quelque chose que nous, on fait chez Partout déjà pour nos clients. Donc, avec plaisir si on peut aider. Point 2. Si un LLM se fonde sur l'existant, c'est-à-dire la production de texte et d'écrit jusqu'alors, y a-t-il un risque pour qu'un LLM reproduise des fake data et force de répétition et d'ingestion ou d'exposition à ces fake data? Quid des théories complotistes, par exemple, la Terre est plate? Alors, ça, c'est très important. C'est le biais des modèles. Dans la session 3, on va essayer de comprendre comment les laboratoires, donc par exemple OpenAI ou Google, qui sont des laboratoires, vont être capables d'entraîner les modèles en évitant les fake news, les hallucinations, etc. Donc, on va voir comment ça s'entraîne et surtout comment on évite qu'ils disent n'importe quoi. Et donc, c'est important de dire que le modèle est aussi bon que la donnée sur laquelle il a été entraîné. C'est-à-dire que si vous l'entraînez sur n'importe quoi, il dira n'importe quoi. Si vous l'entraînez sur un texte en allemand, il parlera allemand, etc., etc. Donc, c'est vraiment important de savoir que la donnée que restitue un LLM dépend de la donnée d'entraînement. Et la donnée d'entraînement peut être le web, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être juste des modèles, juste des textes de loi, etc. Est-ce toujours le mot avec la plus haute probabilité qui est ajouté dans un LLM? Non. Le mot qui est ajouté à la suite dans la génération de texte avec un LLM, ce n'est pas le mot qui a la plus grande probabilité. C'est un lancer de dés. Mais, en effet, celui qui a la plus haute probabilité a plus de chances d'apparaître. Et on peut biaiser cette distribution de probabilité. C'est ce qu'on va voir dans la session 3 ou 4, je ne sais plus. C'est de savoir comment on peut changer cette distribution de probabilité. Il va y avoir notamment la température. Et on peut même avoir un modèle quasiment déterministe où il dit toujours la même chose. Mais dans ce cas-là, ça n'a plus de sens d'avoir un LLM, puisque la beauté du LLM, c'est sa créativité. Et la créativité, elle est définie par une distribution de probabilité. Pour utiliser ces LLM au sein d'entreprises, on entend beaucoup parler de RAG et de SLMS. Comment ces éléments interagissent avec le LLM?
On parlera du RAG dans la 3e session. C'est un sujet passionnant. On va parler de RAG, de function calling. Donc le RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. C'est passionnant et on se croit que c'est dans la session 4. Et pour ce qui est des SLM, les Small Language Models, ça c'est un point qu'on regardera plutôt dans la session 2 pour essayer de comprendre comment on peut faire des modèles plus petits, peut-être un peu plus respectueux de l'environnement, enfin en tout cas moins consommateurs d'énergie, si c'est possible. Et donc oui, on va parler plus de RAG que de SLMs, mais le RAG, oui, on en parlera beaucoup dans la prochaine session. Est-ce que IA associé au principe de la blockchain pourrait permettre la non-falsification des données? Par exemple, la Terre est plate est un fait scientifique validé par 50% des validateurs et ne peut pas être altéré. Alors, c'est possible, c'est ce que fait Google à l'heure actuelle avec ce qu'on appelle le knowledge graph. En fait, vous avez 2 types de données. Vous avez ce qu'on appelle des données structurées, qui sont des tableurs, des faits, des choses qu'on ne peut pas bouger, et des données non structurées, qui sont par exemple des textes ou ce genre de choses. Et ce que fait en ce moment Google, c'est d'essayer de remplir un genre de graphique, de tableau, que de faits vérifiés. Par exemple, des dates, des personnes, des musiques, des films, etc. Chaque entité est associé à un seul bloc. C'est ce qu'on appelle l'entity recognition. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire de la blockchain pour ça. Il faut juste ce qu'on appelle, et on le verra dans la 2e partie, c'est ce qu'on appelle des annotateurs. En fait, il y a 2 choses. Il y a, soit vous faites via des entités, ce qu'on appelle le knowledge graph pour Google, soit vous formez vos annotateurs à dire c'est bien, c'est pas bien, ou c'est vrai, c'est pas vrai. Et en fait, par exemple, les annotateurs, on peut leur dire la Terre n'est pas plate. Et dans ce cas, ils vont dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et en fait, c'est ce qu'on appelle du renforcement, le renforcement par human feedback. On a évoqué le sujet de l'apprentissage par renforcement dans la 2e session, dans la première session de cette formation. Et on va en reparler dans le RLHF, qui est le renforcement learning through human feedback, qui est le sujet, un des sujets qu'on abordera dans la 3e session. En comprenant le mode de fonctionnement des LLM, ils ne devraient pas être puissants pour faire de l'analyse de data chiffrée. Si c'est le cas, quels types d'IA sont plus performantes pour faire de l'analyse de données chiffrées? Très bonne remarque. Donc, puisque les LLM en fait font des choses probabilistes, ils font des hallucinations et donc des erreurs, et donc c'est pas top pour faire de l'analyse chiffrée, puisque le LLM va générer des phrases et est meilleur pour ce qu'on appelle des données non structurées, c'est-à-dire des textes, ou des vidéos, ou des photos. Pour analyser par exemple un rapport financier ou des tableurs, on va utiliser du machine learning. Le machine learning, dans ce cas-là, est une autre forme d'intelligence artificielle, même si l'IA générative utilise du machine learning, comme on le disait tout à l'heure, mais on ne va pas utiliser la génération, on va juste utiliser de l'analyse. C'est-à-dire, en gros, soit des régressions, soit du random forest, etc., pour analyser des données chiffrées ou des données annotées. C'était un des sujets qu'on évoquait dans la première session. Donc, l'IA générative ne résout pas tous les problématiques et n'est surtout pas l'unique forme d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que pour beaucoup, IA égale IA générative, mais ce n'est pas du tout le cas. Et ça, c'est un point aussi très important. Cette série de webinaires, elle est quand même assez orientée texte, même si on a un peu évoqué la génération d'images dans la première session, c'est quand même assez orienté texte et assez orienté IA générative, pour être transparent. Autre question, est-ce que les dimensions des vecteurs dans le cadre du word embedding sont toujours les mêmes au sein d'un modèle? Par exemple, est-ce que GPT traite tous les tokens sur les mêmes 500 dimensions ou est-ce que les dimensions changent en fonction du token? Alors, je pense, et je pense qu'il y a des gens qui sont plus expérimentés que moi sur ces sujets-là, mais je pense que c'est toujours les mêmes dimensions pour un seul et même modèle. Donc, sur les... Et on me dit dans l'oreille que c'est le cas. Donc oui, c'est bien ce que je disais. En gros, sur un même modèle, vous avez les mêmes dimensions. Et les dimensions, elles ne sont pas annotées comme félin, être vivant. Hein. C'est vraiment des dimensions qui sont abstraites, que seul le modèle comprend, si on peut dire. C'est-à-dire que vous avez plein de dimensions, mais ces dimensions, voilà, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Déjà, elles peuvent changer en fonction de chaque modèle. C'est-à-dire que GPT 4 ne va pas avoir les mêmes dimensions qu'une autre. Et ce qui est important, c'est que ces dimensions, si on réentraîne le modèle, elles vont changer. Donc, si je rajoute du texte, si je le fine-tune, parce qu'on va parler du fine-tuning dans les prochaines sessions, ça va aussi changer les dimensions.
et ça va changer les poids. Les poids, c'est en gros les numéros que vous voyez dans chaque vecteur. Y a-t-il un rapport entre la vectorisation expliquée aujourd'hui et les bases de données vectorisées? Bah oui, il y a un rapport, puisque dans les deux cas, ça utilise le concept de vecteur. Après, je ne pourrais pas en dire plus là. Donc, en gros, on vectorise des mots, mais on peut vectoriser toutes sortes de choses. On pourrait dire que vectoriser, c'est transformer une typologie de données en des vecteurs qui sont compréhensibles par des algorithmes. Donc, si je prends un exemple, on peut vectoriser une image, on peut vectoriser une photo et on peut vectoriser du texte. Aujourd'hui, on a vu la vectorisation des textes via les LLM, mais la vectorisation, ça peut être plein de typologies de choses. Les bases de données vectorisées, elles sont utilisées aussi pour aller chercher des données. En gros, quand vous utilisez par exemple du function calling ou des choses comme ça qu'on verra aussi plus tard, en gros, le function calling, c'est quand l'intelligence artificielle n'a pas toutes les informations et peut aller appeler une fonction externe avec des attributs qui lui sont donnés. Et ça, on verra ça aussi dans la session 4, sachant que la session 4, elle est un peu longue, donc potentiellement, je vais la diviser en deux pour faire 2 sessions. Autre question. Tu nous as expliqué qu'il y a plusieurs modèles. Encodeur seul, encodeur-décodeur combiné. En regardant ton slide, la majorité des développements par OpenAI, Anthropic, Mistral semblent utiliser les décodeurs seuls. Tu peux nous éclairer? Ah, alors celle-là est un peu compliquée, parce que même moi, je ne suis pas hyper au clair. En gros, de ce que je comprends, c'est l'entraînement qui va changer. Donc, en fait, je pense que sur cette question-là, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Il y a Rodrigue dans les équipes de partout qui connaît un peu plus l'IA que moi, qui pourra vous répondre dans la conversation. Je ne veux pas dire de bêtises, mais de ma compréhension, en fait, il y a des modèles qui vont… Bref, franchement, là, sur celle-là, je sèche. Je ne vais pas y arriver. Donc, il faudra que Rodrigue peut-être réponde dans la discussion. Et voilà, je finis sur une question sur laquelle je sèche, mais c'est très bien quand même. Merci beaucoup pour votre temps. Si vous avez la réponse sur le sujet, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal à comprendre. Moi, ça fait que 9 mois ou 6 mois que je m'intéresse au sujet. Donc voilà, je suis pas encore je préfère expliquer ce que je commence à bien comprendre. Et voilà, donc on finira sur ça. Ça a duré un peu moins d'1 heure. Je pense que juste un point important, n'hésitez pas à le re-regarder parce que en gros, ça c'est un résumé de potentiellement 30 heures de vidéos de formation. Donc potentiellement c'était un peu résumé. J'ai hâte de vous présenter la suite, l'entraînement des modèles, notamment le pré-training, les GPU, etc. N'hésitez surtout pas à poster cette vidéo ou des retours pour partager, parce que c'est plus il y a de gens qui s'intéressent à ce sujet, mieux c'est. Et je pense que c'est important pour tout le monde de se former à ces sujets. Je vous souhaite un excellent mardi et à bientôt pour la troisième session de cette série de formation.